Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des nouveaux PC que je viens de monter pour les vidéos qui vont suivre, notamment la vidéo que je prépare depuis quelques temps sur un truc assez spécial qui s'appelle le VGA Pass-Through, ou par exemple on pourrait dire en français l'association exclusive d'une carte graphique à une machine virtuelle. En gros ça permet de faire en sorte que si vous avez un système d'exploitation qui est émulé ou plutôt virtualisé sur un PC, eh bien il pourra avoir une carte graphique qui lui est dédiée, du coup toutes les performances graphiques. En gros ça fait en sorte que ça peut diviser un PC en deux par exemple, ou des trucs de ce genre. Enfin ça peut aussi servir à faire en sorte que Windows tourne sous Linux à 100% de ses performances. Il faudra juste brancher l'écran sur deux cartes graphiques en même temps. Ce qui n'est pas très difficile à faire, la majorité des écrans ont 2 entrées ou plus maintenant, donc voilà. Donc bref, on commence par le PC que j'ai monté pour pour illustrer ce fonctionnement. C'est ce truc-là, alors cette espèce d'énorme machin. Alors vous voyez sûrement ici un boîtier immense, assez immonde d'ailleurs, c'est le Cooler Master Cosmos, peut-être le premier du nom, je ne sais pas. C'est un boîtier, franchement, vous pouvez voir ça, j'ai eu du mal à le mettre dans le cadre, hein. Franchement, on le voit à peine en entier, quoi, c'est vraiment, voilà. Donc vous voyez, c'est une espèce d'énorme boîte complètement... Oh là là, purée, on dirait ces espèces de vieux Mac, là, pour certains. Voilà. Et donc, derrière, voilà comment c'est fait. Donc, vous avez plein de prises, bien entendu, venant de la carte mère. Et vous voyez que c'est un boîtier immense, hein. La carte mère commence ici. Il y a tout ça de vide au-dessus. Voilà, on voit même pas jusqu'en haut. Et en bas, c'est réservé à l'alimentation. On va l'ouvrir, hein, pour voir comment c'est fait, hein, vous inquiétez pas. Donc, la façade, c'est ceci, vous voyez, c'est une trappe. Vous pouvez regarder dedans, vous pouvez voir vos lecteurs CD ou ce genre de trucs que vous mettez en façade, à savoir que les baies en façade ça sert pas que à des lecteurs CD, hein, pour tous ceux qui se disent ouais mais on n'utilise plus de lecteurs CD, les baies en façade ça sert à rien, ça peut éventuellement servir si vous avez par exemple cassé vos prises audio ou USB de façade, ou s'il y a une nouvelle norme USB qui demande de changer les prises que vous avez en façade, ou si un jour il y a une nouvelle norme ou je ne sais pas quoi, ou si vous avez envie de mettre un lecteur de carte SD, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut servir, donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que pour ceux qui utilisent tout le temps les lecteurs en façade, ou ce qui est en façade, vous allez vous dire oh là là, ouvrir le boîtier et tout ça c'est super chiant à chaque fois. Et ben ils ont prévu le coup, regardez, ploup, voilà, on peut l'enlever complètement et on peut même la mettre dans l'autre sens. Et voilà, elle est dans l'autre sens, sauf que, comme vous pouvez le constater, le logo Cooler Master est à l'envers. Et donc, comment on peut régler ce problème ? Eh bien, on peut mettre la partie charnière du côté de la partie aimant et vice-versa, enfin inverser les deux, pour faire en sorte que ce soit à l'endroit. Ils ont vraiment pensé à tout. Alors comme vous pouvez le constater, ce boîtier est très usé, hein, avec des marques de peinture, j'ai essayé de le nettoyer, mais bon, il y a plein de marques, c'est pas de la crasse, c'est juste qu'il y a eu des rayures, des trucs comme ça, etc. Ce boîtier a été récupéré par un ami, complètement défoncé, et dedans il en manque des bonnes parties, hein. Alors l'ordinateur qui est dedans, je lui ai donné le nom Bigfoot. Pourquoi ? Parce que déjà la taille de ce truc, parce que c'est immense, c'est super lourd. Ah oui, parce que s'il y a bien un truc que vous pouvez pas vous rendre compte avec ce boîtier, c'est le poids qu'il fait. Même quand il n'y a rien dedans, en fait, ça pèse le même poids qu'il y ait quelque chose dedans ou qu'il n'y ait rien dedans. Enfin, ça pèse pas le même poids, c'est juste que vous avez l'impression que c'est le même poids, tellement ça fait peu de différence. Ce boîtier pèse 2 ou 3 ans de mort, c'est immonde. Alors, un truc qui est plutôt pratique avec ce boîtier, c'est, vous avez des taquets ici, pouf, pour pouvoir enlever les côtés sans vis. Pouf, et voilà. S'enlève assez facilement, hein, et en plus de ça, il y a des espèces de joints pour empêcher le bruit et l'air de passer tout autour, ici, enfin bon voilà. Bon, c'est un boîtier un peu de maniaque du son et de ce genre de trucs. J'ai essayé de faire un câblage correct en termes... Ah oui tiens, et puis un truc que vous n'avez pas vu, c'est... De ce côté de la plaque, vous voyez, il y a de la mousse anti-bruit aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un boîtier de maniaque du son. Par contre, pour le cable management, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il y a un problème avec ce boîtier. Il y a un grave problème avec ce boîtier au niveau du cable management. Et c'est que, vous voyez, là j'ai une alim avec des câbles assez courts. Bon, ça c'est pas le problème du cable management, hein, mais voilà. Enfin si, en fait, en partie, ça peut être ça, parce que il faut des câbles excessivement longs pour ce boîtier si vous voulez pouvoir atteindre la prise du CPU qui se trouve vers là, se trouve vers là,
et le boîtier d'Alim se trouve là. À cet endroit-là, il y a un trou pour faire passer les câbles de l'Alim pour qu'ils passent derrière. Le souci, c'est qu'il y a un trou au-dessus, tout en haut ici, pour faire passer les câbles aussi. Le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas faire sortir les câbles par le trou du dessus. Parce que, en fait, ici, vous avez un trou, donc ça passe derrière, vous pouvez les faire sortir par ici, sur le côté, là aussi où il y a des trous traditionnellement pour le cable management. Le problème, c'est que tout en haut, vous avez une grande barre de métal qui est trop épaisse, vous pouvez pas fermer la boîte si vous faites passer des câbles par au-dessus de cette barre. Du coup, je suis obligé de faire passer le câble d'ici jusque derrière par le trou ici, puis ressortir là, puis avec une rallonge, repartir jusque là-bas. C'est ridicule. Franchement, là, franchement, il y a un gros problème avec la façon dont fonctionne le cable management. Même avec une Alim avec des câbles très longs, vous serez obligé de mettre une rallonge. Alors, vous voyez sûrement une alimentation FSP, tout ce qu'il y a de plus banal. Là, en bas, elle est grise et tout. Bon, ça va bien avec la couleur du boîtier, donc ça choque pas tellement, mais c'est vrai que maintenant, on a plutôt l'habitude des alimentations qui sont noires. C'est une 80 plus bronze 500 watts qui, bon bah c'est tout bête, hein, c'est un truc qui a été récupéré dans un ordinateur Acer Predator ou quelque chose comme ça. Vous vous dites sûrement, ouais, c'est pas terrible comme alimentation pour un PC comme ça. En fait non, c'est largement suffisant, c'est une 500 watts en une voie, donc du coup ça, vous pouvez répartir ces 500 watts comme vous voulez. Là-dedans vous avez un AMD FX 8350. Donc sinon, un autre truc drôle que vous pouvez voir avec ce boîtier, c'est ici tout en bas, vous n'avez plus qu'un seul rack à disque dur. Je ne sais pas trop pourquoi, la personne qui a acheté ce boîtier a décidé de garder tous les racks à disque dur, sauf un. Et voilà, sinon pour ce qui est des lecteurs CD, c'est un système à 2 positions, vous appuyez dessus, ça verrouille le lecteur, vous appuyez dessus, ça le déverrouille, comme ça on peut très facilement les changer et les enlever, tout ça. Pour les disques durs, c'est pas si facile que ça, il faut enlever la plaque de l'autre côté aussi, parce que les câbles sont branchés d'un côté, pendant ce temps-là le disque dur sort de l'autre. Bon, il y a beaucoup de boîtiers qui font comme ça, hein, pratiquement tous. C'est un boîtier à air filtré, c'est-à-dire que vous avez des filtres un petit peu partout sur les entrées d'air. Derrière, en dessous de la lime, vous pouvez voir qu'ici, vous avez un filtre, bien crade d'ailleurs, parce que j'ai pas pensé à le nettoyer. Et il y en a un aussi, le même devant le boîtier ici, un petit filtre ici, il doit y en avoir quelques-uns un petit peu partout comme ça. Et donc ça vous permet comme ça de pouvoir empêcher trop de poussière de rentrer dans le PC ou ce genre de truc. Vous avez aussi ce ridicule ventilateur orientable ici. J'ai pas très bien compris comment ça marche et à quoi ça sert. C'est assez débile. Franchement, j'enlèverais ça, que ça ferait pareil. Il y a beaucoup trop de ventilation dans ce boîtier. Il y a 2 ventilateurs en haut, un ici, donc celui-là il est utile, mais les 2 d'en haut servent absolument à rien du tout. Par contre, il n'y a aucun ventilateur pour l'emplacement des disques durs. Va comprendre. Enfin bref, donc voilà l'ordinateur que c'est. Donc vous avez reconnu très certainement l'énorme Ventirad Noctua. Qui a comme d'habitude un de ces 2 ventilos qui est même pas indispensable en fait, franchement vous pouvez ne pas le mettre ou éventuellement l'enlever et le mettre là. Voilà, bon, ça fonctionne aussi. Et donc voilà, il faut juste penser à inverser les attaches pour que ça s'attache par l'autre côté. Et bon voilà, hein, parce que comme je disais, l'habituel ventilateur qui masque les barrettes de RAM, ce qui fait qu'on est obligé d'enlever à chaque fois le ventilateur pour pouvoir changer les barrettes. On peut aussi mettre un ventilateur un peu plus petit, mais là il est vraiment, vraiment gigantesque. Ici vous avez le radiateur qui correspond à une petite carte graphique passive pour Linux, une petite Radeon 3450 je crois, un truc vraiment, vraiment bidon, et en dessous une 7850 qui elle sert à passer à Windows sous Linux. Donc c'est la carte graphique dédiée à Windows, pendant que Linux a l'autre petite carte graphique dédiée, à savoir que Linux se contente très 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 bien de cartes graphiques très bas de gamme, et Windows grâce à ça peut carrément faire fonctionner des jeux exactement comme si ça tournait sous Windows directement, sans avoir, enfin voilà, ça permet de faire une sorte de dual boot sans avoir à rebooter en fait. Et donc voilà, vous avez tout ça.
ça fera un bon PC pour tester ce genre de truc. Alors j'ai déjà testé, pour information, sur ce PC avant de le monter, en posant la carte mère sur une boîte en carton, etc. Ça marche nickel, ça marche vraiment très très bien. Et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que ce 8350 chauffe beaucoup moins que le 8320 que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, avant. Et ce, même en étant de plus haute fréquence, c'est-à-dire que non overclocké, le 8320 que j'ai chauffe beaucoup plus, consomme beaucoup plus que ce 8350 non overclocké. Alors qu'il y a... il est légèrement overclocké celui-là, et l'autre non overclocké, ce qui veut dire qu'en gros, il y a 700 MHz de différence, il y a... Ça fait beaucoup quand même, et au niveau de la différence de consommation, c'est en la faveur du plus puissant. C'est assez amusant de voir que AMD, en fait, la production des AMD FX, c'était très différent d'une personne à une autre. Quelqu'un pouvait avoir un processeur qui était un vrai four pendant ce temps-là, quelqu'un pouvait en avoir un qui était tout à fait honnête. Donc on comprend mieux pourquoi certains ils pouvaient avoir des cartes mères 970 bas de gamme et tout ça, et overclocker pas mal un FX 8350. Pendant ce temps-là, ils avaient la même carte mère, toujours la même bas de gamme, exactement le même modèle, et ils avaient un 8320 et ils étaient même pas capables de l'overclocker de 200 MHz sans que ça surchauffe de partout. Donc les 8320 étaient vraiment le bas du panier, quoi. C'était tout ce qui pouvait pas devenir un 8350, ils le vendaient en 8320. Et c'était pas d'habitude chez Intel ou chez Intel on peut plus parce que maintenant ils vendent que une variante qui est overclockable, pendant ce temps-là les autres elles ne le sont pas, mais en tout cas autrefois on pouvait prendre un bas de gamme et le transformer en haut de gamme sans aucun problème. Chez AMD, avec la production en tout cas sur le FX, on pouvait pas faire ça. Avec les Phénon 2 on pouvait, mais avec les FX visiblement ils étaient vraiment au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Alors là, il y a deux SSD, un de 256 Go et un autre de 120 à peu près, un pour Linux, un pour Windows, encore une fois, même si on pourrait mettre les deux systèmes d'exploitation sur le même disque dur, là c'est juste une question de place, et ça me permet de recycler les petits SSD. Il n'y a pas d'emplacement SSD sur ce boîtier, du tout. Du coup, je les ai mis comme ça dans une grille de ventilation. Je sais pas si on peut mettre un ventilateur là à la base, mais enfin en tout cas il y a une grille ici dans laquelle j'ai vissé à travers les trous les SSD. On dirait presque que c'est fait pour, c'est tellement bien mis. Franchement, bon après t'as quand même des câbles qui font chier, qui passent au-dessus d'un ventilo complètement inutile, mais sinon franchement j'aime bien la façon que ça circule. Ce boîtier est relativement bien... emmitouflé, quoi. Disons que vraiment au niveau du bruit c'est vrai que ça aide, mais bon, j'ai mis que des ventilateurs extrêmement silencieux, ça pourrait être dans une boîte ouverte à tout vent que ça changerait rien, parce que bon, avec un Noctua franchement vous pouvez d'ailleurs un truc que vous vous demandez, c'est ce gros Noctua, ça refroidit largement mieux qu'un water cooling au même prix, voire même au double du prix. C'est-à-dire que vous achetez cette espèce de gros Noctua là, vous pouvez refroidir un AMD FX ou les processeurs les plus chauffants de la Terre actuellement, comme par exemple les trucs qui ont 1 trillion de cœurs, et vous le refroidissez super bien avec ces trucs-là. Franchement, ça marche tellement bien, je vous exagère même pas le truc. J'utilise pratiquement que ça et je vous conseille d'utiliser ces trucs là. Je me rends compte que il est totalement symétrique, du coup vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre, mais là du coup je l'ai mis à l'envers parce qu'il y a marqué Noctua à l'envers. Pas fait gaffe à ce détail. D'ailleurs, en le regardant, quand je l'ai posé, j'avais regardé justement s'il y avait un détail comme ça et je l'avais pas vu. Il devait pas y avoir assez de luminosité. Donc voilà, on a fini avec Bigfoot, l'ordinateur géant super lourd, mais au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec toute la place qu'il y a dedans, il va être très bien pour faire un ordinateur bidouille, c'est-à-dire le genre d'ordinateur que j'utilise pour faire des expériences sur l'informatique et ce genre de trucs. Bon alors voilà, comme vous voyez, ça devient beaucoup plus humainement cadrable quand il s'agit d'un boîtier de taille à peu près normale. Ça, il s'agit d'à peu près la même chose que le Fractal Design Define R5, il s'agit du Define S. À savoir que le Define R5 est 1000 fois meilleur. Ça, c'est le Define R5 avec que des défauts supplémentaires. Genre par exemple, cette façon très étrange de mettre les disques durs à plateau, collés comme ça. Le fait qu'il n'y ait que 2 USB 3 en façade sur le dessus, comme ça, au lieu de 4, qui soient alignés dans ce sens-là, vous savez, comme ça, là, vous savez, un comme ça, et l'autre là, au lieu de un comme ça, puis un espace, un comme ça, un comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, quand vous avez des trucs comme ça, vous pouvez facilement en mettre plusieurs. Le problème, quand vous en avez 2 comme ça, et collés l'un à l'autre très très proches, alors qu'il n'y a aucune raison de faire ça d'ailleurs, hein,
eh bien vous mettez une trop grosse clé USB dessus, vous pouvez même pas utiliser le deuxième. C'est absolument nullissime, je sais pas pourquoi les prises USB sur ce boîtier sont si mal foutues. C'est vraiment un truc de taré, hein. Je pourrais vous les illustrer ça en sortant de grosses clés USB, vous allez voir, c'est vraiment n'importe quoi. Et il n'y a pas de baie en façade du tout pour régler ce problème, vous avez rien. Vous n'avez pas de baie 3,5 pouces ou 5,25 ou des trucs comme ça, vous en avez pas du tout, donc vous pouvez rien faire de spécial pour améliorer ça, hein. L'ordinateur est comme ça, il restera comme ça, donc je vous conseille plutôt le Define R5 qui de base est mieux équipé et qui en plus peut être modé comme vous voulez avec une porte devant qui permet de pouvoir découvrir exactement comme le boîtier précédent les trucs supplémentaires si jamais vous en avez besoin, et si vous n'en avez pas besoin, et ben à l'intérieur vous pouvez moduler comme vous voulez vos périphériques comme ça, et ben vous pouvez faire en sorte que ce soit aussi vide que dans ce boîtier là, parce que son autre défaut à ce boîtier c'est qu'il est complètement vide. Alors avec cet ordinateur, alors vous le reconnaissez peut-être, c'est le boîtier du PC chiotte du 1er avril. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la voir, hein. C'est juste moi qui délire comme un abruti à vouloir me moquer un petit peu des PC un peu trop fournis en conneries et tout ça, donc j'avais fait de la grosse merde. J'ai essayé d'utiliser ce boîtier avec les conneries que j'avais mis dedans de manière à peu près élégante. C'est-à-dire qu'en gros, déjà les fils, c'est pas une pelote de fils à l'intérieur du boîtier, j'ai essayé de tout mettre derrière. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est derrière, en tout cas j'essaye de faire tout passer derrière, et comme vous le voyez en faisant cette expérience, parce que moi d'habitude je fais jamais ça, hein, je fais du cable management que j'appelle du cable bon sens, c'est-à-dire qu'en gros du moment que les fils évitent d'aller près des ventilos et qui sont pas à des endroits où on peut se crocheter dedans dans tous les sens, où ils pourraient bouger, se détacher ou je ne sais pas quoi, et ben pour moi ça me va. Donc ça veut dire faire passer des fils devant, des fils derrière, etc. Un peu de tout, un peu comme je veux. Le truc c'est que là j'ai voulu faire comme on fait maintenant, c'est-à-dire du cable management, comment on pourrait appeler ça, maniaque, c'est-à-dire tout doit passer derrière. Du coup, j'ai essayé ce boîtier avec cette idée en tête. Et regardez le bordel, putain. Surtout en bas, c'est immonde. Parce que là, il y a tous les câbles de la lime qui sortent par là et qui doivent ensuite re-rentrer par un trou ici, un trou là, par là, etc. pour se brancher à tout. Mais c'est un merdier sans nom. J'avais jamais câblé un ordinateur de cette manière-là, et maintenant je me rends compte, mais c'est complètement cinglé de faire ça, c'est ridicule, c'est débile. Un autre truc que je trouve vraiment chiant avec ce boîtier, mais ça n'a rien à voir avec le cable management, c'est... Enfin si, c'est un petit rapport avec les câbles, mais c'est pas vraiment le cable management, comme il pourrait y avoir en général. C'est dans ce boîtier en particulier, vous voyez les disques durs ils sont mis comme ça et pas les uns sur les autres. Du coup vous avez des nappes de Serialata où vous avez un écartement qui est fait pour mettre un disque dur tous les deux slots. Vous voyez, bon, ça permet comme ça d'aérer un petit peu. Et donc il y a quand même pas mal de longueur entre les deux prises. Et ben là il n'y en a pas assez du coup. Ça veut dire qu'à chaque fois je suis obligé de laisser une prise dans le vide, comme ça, que je suis obligé de coincer comme je peux entre deux disques durs. Parce que une nappe de 4 prises qui normalement pourrait aisément faire 3 disques durs à elle seule, et vous voyez qu'elle arrive à en faire que 2, je suis obligé de tirer un autre câble supplémentaire pour pouvoir faire le 3e en dessous, parce que sinon c'est pas assez long, ça tire trop fort sur les prises des disques durs, on va les péter quoi. Donc voilà, bon voilà, donc comme vous pouvez le constater, et puis ça c'est mon raccord pour brancher tous les ventilateurs du dessus, qui servent absolument à rien, mais c'est parce que je voulais garder l'état d'esprit du boîtier PC chiotte avec les ventilos qui éclairent tous de couleurs différentes, enfin voilà, bon, je voulais garder cet état d'esprit complètement débile pour me souvenir à jamais du PC chiotte, en gros, et donc voilà, donc bon, comme c'est tout branché sur une prise de ventilo, il y a ce coupleur ici qui dépasse et qui fait de la merde, c'est très très moche, mais bon, c'est de l'autre côté du boîtier, donc il faut croire que la nouvelle, comment dire, l'état d'esprit actuel de quelqu'un qui câble un boîtier d'ordinateur, un ordinateur, c'est que ça peut être moche, si c'est derrière, donc ça c'est acceptable vu que c'est derrière. Enfin bref, donc je vais arrêter de me moquer de ça. Derrière, vous pouvez voir que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour mettre un ventilateur ici. Pourquoi j'en ai pas mis ? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez un ventilateur là, vu que, je sais pas si vous vous rappelez du PC chiotte, mais devant, vous avez un water cooling là, ici.
énorme, qui est de la grosse merde, de la grosse chiasse. Je considère ce truc comme étant le pire truc water cooling, ventilateur, ventirad ou tout ce que vous voulez que j'ai vu de ma vie, et je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Donc, d'ailleurs, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'ici il y a une backplate water cooling de chez Corsair et pas de chez Raijin Tech. Et vous allez comprendre pourquoi quand je parlerai de ce truc. Parce que vous allez voir, c'est impressionnant et franchement, ça va vous être utile si jamais vous faites des montages ou des trucs comme ça pour détecter quel est un truc à ne pas acheter du tout pour refroidir son processeur. Donc vous voyez, carte mère avec graphique intégré, hein, comme d'habitude, c'est un 3770K qu'il y a là-dedans avec 8 Go de RAM. À savoir que le PC d'avant, j'avais pas dit combien il y avait de RAM, mais il y en a aussi que 8 Go parce que je voulais voir ce que ça donne avec peu de RAM entre guillemets de faire fonctionner Windows, et ça fonctionne sans aucun problème. J'ai essayé aussi avec 16 ça fonctionne, et avec 24 et ça fonctionne nickel. Donc voilà, je vais pas essayer avec 32, ça sert à rien, hein. Si ça marche bien avec peu et que ça marche bien avec 24, ça marchera bien avec 32 et plus, hein. Donc voilà, donc vous avez ici les sorties vidéo et tout ça, et pas de carte graphique, parce que, comme d'habitude, sur mon PC pour le montage vidéo, je ne mets pas de carte graphique dédiée, j'utilise le truc Intel, parce que mon logiciel de montage, il se contente sans aucun problème du graphique intégré de chez Intel. Clairement, il n'a pas besoin de plus, donc je lui donne ça. Ce PC étant dédié uniquement à ça, ça me sert à rien de mettre plus. Donc comme ça me libère une carte graphique que j'utiliserai pour autre chose. Donc l'alimentation, c'est une modulaire FSP, une Hyper 85+, M85+, 650 watts, c'est une excellente alimentation. Franchement, je vous conseille ce genre d'alimentation si vous voulez monter vos trucs. Les câbles sont très bien, très longs, très tout ce que vous voulez, et ils arrivent en plusieurs types différents suivant ce que vous voulez faire. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut là-dedans, et elle fait pas un de bruit, c'est un truc de fou, et franchement c'est génial. Donc moi je suis vraiment content des alims FSP, hein. Franchement, vous avez vu, généralement si je veux un PC qui soit fiable, je mets du FSP dessus, parce qu'au moins je sais que ça viendra jamais de l'alim, le problème, jamais, ça m'est jamais arrivé. Donc peut-être qu'un jour, hein, juste par malchance, il faudra bien que ça m'arrive un jour, mais jusque là non. Donc vous voyez les câbles Serialata qui viennent d'ici là pour aller derrière, je les ai pas bourrés complètement derrière, il en reste encore un peu de longueur devant, parce que derrière c'est juste foutu, c'est impraticable, il n'y a plus la place de quoi que ce soit. J'ai fait passer un câble pour une éventuelle carte graphique si un jour ce PC servira à autre chose, ou je ne sais pas quoi, ou si j'ai besoin d'une carte graphique pour une raison ou pour une autre. Les 8 Go de RAM sont mis en 4 barrettes de 2, ce qui est assez rare, des barrettes de DDR3 de 2 Go, donc je les ai recyclées là-dedans parce que j'ai pas besoin de plus de 8. Et ensuite vous avez le fameux water cooling merdique qu'il faut re-remplir. Oui, c'est pas une blague, il fuit de manière très lente par je ne sais où, j'arrive pas à savoir où, j'ai essayé de resserrer tous les tuyaux et tout ça, ça n'est pas dans les jonctions des tuyaux, ça n'est pas non plus dans le bouchon de remplissage, je ne sais pas par où ça fuit, mais c'est tellement lent qu'en gros c'est un... je sais pas, c'est une grosse seringue, tous les ans à remettre d'eau dedans. Vous savez, c'est des espèces de grosses seringues pour remplir les cartouches d'encre. Ce genre de truc. C'est bizarre. Je sais pas où part l'eau, sûrement qu'elle doit fuir de manière tellement suintante, mais de rien du tout, que ça doit s'évaporer aussi vite que ça en sort. C'est peut-être du côté de ces rivets qu'il faut regarder, je ne sais pas. En tout cas, c'est connu. C'est un problème connu de ce water cooling. Il fuit tous. Cette marque, c'est de la merde, et toutes les marques que vous avez jamais entendu parler, vous savez, des marques comme ça, n'achetez jamais ça. Attendez que les autres fassent le bêta-test pour vous. N'achetez pas des trucs en vous disant « Oh là là, la marque, ce qu'a dit, ça a l'air trop bien, je vais le prendre », en croyant au pied de la lettre ce qu'ils disent comme conneries. Non, c'est une marque, vous la connaissez pas, genre Raijin Tech, genre vous vous dites « Mais est-ce qu'il y a 10 ans, on parlait déjà de cette marque ?» Non. Et ben, dans ce cas-là, vous ne prenez pas. Parce que, si ça se trouve, d'ici 50 plus, ça n'existera pas. Si ça se trouve, ça existe déjà plus, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est de la merde. Et donc, on va revenir au deuxième problème de ce water cooling. Parce que ce water cooling m'a tué une carte mère, une bonne en plus, une gigabyte et tout ça, super bien, pour le même processeur. Et elle m'a tué aussi le processeur. Le 370K, il est mort.
il marche encore, hein, voilà, mais il est mort quand même. Qu'est-ce qu'il a en fait comme problème? Eh bien, à chaque fois qu'on veut utiliser certains trucs avec ce processeur, ça ne marche pas. Par exemple, Windows 10 fait des glitches vidéo monstrueux avec ce processeur. Ubuntu, heureusement, enfin Linux en général, ne fait pas ces glitches en permanence, mais sur Firefox et sur Chrome, pas moyen de s'en servir. Pas moyen. Ça glitch de partout. Je sais pas ce que c'est qui pose des problèmes vidéo dans ce processeur. J'ai vérifié la stabilité pour l'encodage vidéo, le montage vidéo, j'ai aucun problème. Mais pour certains systèmes d'affichage graphique, comme par exemple ce qu'utilise Chrome, Firefox ou Opera, eh bien ça déconne à plein pot. Ou ce qu'utilise en permanence Windows 10 pour l'affichage d'absolument tout. Ça fait complètement bugger l'affichage. Alors qu'est-ce qui m'a fait bousiller complètement la carte mère et en grande partie le processeur avec ce water cooling? Eh ben, caché derrière ces câbles de merde là, vous avez une sorte de backplate en plastique. Vous voyez cette espèce de truc là qui entoure l'endroit où se trouve le processeur. Ça permet de faire un appui là où vient se greffer le support du water cooling. Eh bien, le support d'origine de ce water cooling n'est pas en plastique, il est en métal. Il est en métal doublé d'une couche de mousse. Problème, cette couche de mousse, elle n'est pas entre le métal et la mousse protégée par une feuille de plastique ou une couche de plastique. C'est directement le métal en contact avec la mousse. Du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez une carte mère où il y a ce genre de petites pattes de composants qui dépassent? Vous voyez, des pattes en métal, là, il y en a plein, là, ici. Eh bien, vous voyez ces pattes en métal, là, ces petites, là, il y en a plein partout, à des endroits stratégiques où passerait ce machin. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont piquer dans la mousse, traverser la mousse, et venir se relier contre la plaque en métal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous venez de court-circuiter des condensateurs venant des VRM dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez faire péter un VRM, comme ça m'a fait chez moi, c'est-à-dire ça a fait péter un MOSFET, et le processeur s'est pris une putain de décharge dans la gueule qui a sûrement pété une des fonctions du processeur, très certainement un truc en rapport avec la connexion entre le processeur. Non, en fait, non, même pas. Ça doit être une partie du North Bridge intégré au processeur qui est morte. C'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec le graphisme, avec l'affichage, déconne complet. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être à cause d'appels FPU ou SSE ou je ne sais pas quoi particulier qui ne marche plus avec ce processeur. En gros, le processeur l'a échappé belle de ne plus fonctionner du tout. Clairement, il aurait pu être complètement mort après ça. Bon bah sinon, vous avez eu à peu près la configuration du PC entier, hein, c'est 3 disques durs de 2 Teraoctets en RAID 5, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 4 Teraoctets d'espace pour un disque dur de 2 Teraoctets qui lui sert juste à sauvegarder. Un SSD de 250 gigaoctets à côté pour le système d'exploitation. Et voilà tout. Sinon, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Hein. Le système d'exploitation, c'est juste Ubuntu. Ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être aussi Debian, ce serait pareil. Mais enfin, bon, bref, j'aime bien utiliser Unity pour le montage vidéo parce que ça maximise l'espace. Ah oui, à savoir que c'est Ubuntu 18.04. Et oui, pour ceux qui se posent la question, on peut installer Unity dans 18.04. Hein. Il suffit de l'installer manuellement après l'installation du système, ce qui se fait très 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 facilement. Donc voilà, vous pouvez toujours utiliser Unity. Et moi personnellement, quand j'ai vu qu'on pouvait toujours l'utiliser, je me suis dit, oh super, bon, je vais continuer à utiliser ça parce que franchement, GNOME 3, ça m'intéresse pas du tout. Si franchement je devais passer complètement à autre chose, je passerais à un truc sous XFCE ou des trucs de ce genre parce que franchement, GNOME, ça part dans une direction qui m'intéresse pas. KDE, ça utilise beaucoup trop de RAM, à savoir déjà que GNOME et Unity utilisent vraiment beaucoup trop de RAM à la base aussi. Après, il y a LXDE aussi, c'est très basique, très très simpliste. Enfin là, je parle aux connaisseurs, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que l'environnement graphique de Linux, moi personnellement je le préfère le moins envahissant possible, mais je veux quand même quelques fonctions, quoi. Je vais pas juste utiliser Fluxbox par exemple, même si ça m'a traversé l'esprit, hein, j'aime bien l'idée. Donc voilà, bon bah je vais ranger ce PC et maintenant je vais vous montrer le dernier. Il s'agit du NAS de sauvegarde. Pas le NAS principal, lui je le garde comme il est, c'est un deuxième NAS qui va permettre de sauvegarder le premier une fois de temps en temps, au cas où il y ait une perte catastrophique de données ou des trucs de genre, eh bien au moins j'aurai une sauvegarde un peu plus ancienne qui traînera toujours dans un deuxième ordinateur.
À savoir qu'il y a une première sauvegarde aussi dans cet ordinateur-là. En gros, il y a des trucs les plus importants, en tout cas pas de tout, mais les trucs les plus importants sont sauvegardés dans cet ordinateur, puis sauvegardés dans le NAS, puis de l'autre du NAS principal au NAS de backup, etc. Enfin voilà, ça s'escalade, c'est pratique. Et donc le voilà maintenant, vous voyez ce que j'appellerais le NAS. Ce truc-là a vraiment une allure assez spéciale. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque la façade en fait. C'est un colis qui a été envoyé par Bricolo Aldebal, je crois, il y a déjà un petit moment. Ce qui s'est passé, c'est que la Poste l'a complètement bousillé, ce pauvre PC. La façade, en tout cas, n'existait plus. Ces trucs-là étaient renfoncés dans le machin et tout ça. Enfin, en gros, c'était un vrai massacre de la Poste. Ce PC est arrivé en très, très mauvais état. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai... démonté, révisé, et je l'ai refait, et puis je sais pas ce que j'avais en tête, mais j'avais mis un processeur beaucoup trop peu puissant et tout, donc je m'en suis jamais servi. Et du coup, je me suis dit, ouais, bon, ça fait beaucoup de ventilateurs, beaucoup de boîtiers, machin, et tout ça, qui ont tendance à être bruyants, parce que dedans, ça contient des ventilateurs cheap qui déconnent. Enfin bref, voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais laisser ça dans un coin, et puis on verra un de ces jours. Et puis ensuite, je me suis dit récemment, vu que là, j'étais en train de bricoler les trucs, je voyais cet ordi, et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai ce truc-là, ça pourrait faire un deuxième backup. Parce que, vous voyez, il a plein d'espace pour mettre des CD. Des disques durs. Du coup, je me suis dit, je vais recycler mes 2 téraoctets. J'ai un NAS avec 5 de 3 téraoctets. Donc ça fait 12 téraoctets à peu près. Et donc, je me suis dit, je vais en faire un autre avec celui-là, qui contiendra 8 disques durs, 2 téraoctets, qui se fera là aussi 12 téraoctets en RAID 6, c'est-à-dire avec 2 disques durs qui contiennent juste des données de sauvegarde en fait, en cas de problème de corruption ou en cas de problème tout simplement encore pire que ça, c'est-à-dire une panne d'un disque dur, voire de 2 disques durs en même temps, il restera encore toutes les données parce qu'il y a sur les 8 disques durs 2 disques durs de redondance. Donc comme j'avais 7 disques durs de 2 téraoctets, je les ai tous regroupés. Je les ai mis là-dedans, ils étaient disséminés un peu partout, et un autre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, et qui ensuite, une fois que je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai ce 2 téraoctets de plus, il a fallu que je le sauvegarde, ça a mis 3000 ans et tout, et enfin, voilà, j'ai les 8 de 2 téraoctets, donc ça aurait pas été possible que je fasse ça plus tôt, parce que j'avais pas assez de disque dur pour faire ça, et voilà, maintenant, je peux maintenant sauvegarder mon NAS principal sur un deuxième truc, en cas de gros problèmes de données ou de je ne sais pas quoi. Alors, le problème avec ce truc-là, c'est il y en a un qui est pété, donc je pourrais jamais rien mettre là-dedans. Par contre, l'avantage avec ce truc-là, c'est que j'utilise que 8 B, c'est-à-dire ces deux-là, celle-là, ces deux-là, celle-là et ces deux-là. Voilà, donc il y en a 2 ici et une troisième là, donc ça fait 3 B non utilisées, qui pourrait fonctionner, et celle qui est cassée, il y a certainement moyen de s'amuser à réparer ça comme on peut, donc il y a moyen de tous les utiliser. Bon, des cartes mères avec 12 ports Serialata, franchement c'est super rare, je crois que j'ai jamais vu ça même, donc là j'en ai trouvé une avec 8, que je pouvais facilement utiliser pour faire ça, c'est un Xeon qu'il y a là-dedans, enfin bon c'est à peu près la même chose qu'un Core 2 Quad de deuxième génération, ceux qui commencent par 9000 et tout ça, c'est très modeste, hein. Ça a beau être un Xeon, c'est la même chose qu'un Core 2 Quad en l'occurrence. Alors je vous le dis, mais le poids de ce truc-là est épouvantable. Avec ces 8 disques durs, franchement, s'il y en avait 12, ce truc-là serait à peine transportable. C'est un truc de dingue. Alors, avec les boîtiers super costauds, super lourds, des vrais serveurs, franchement, imaginez un vrai serveur avec 12 disques durs, 3-5 pouces, comme ça, mis tout en façade, mais le truc serait obligé de le déplacer avec un mount charge, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc, bref, alors, ça, c'est la carte mère de mon premier vrai PC vraiment sérieux que j'avais acheté pour faire du montage vidéo. Avant, j'avais un Pentium D, c'était pas GG, enfin voilà, quoi. Et pour faire du montage vidéo, c'était correct, quoi, mais c'est à l'époque où je l'avais, franchement, il y avait clairement moyen d'avoir mieux. J'ai fait des vidéos, monté des vidéos pendant un certain temps avec le Pentium D, hein, malgré tout. Mais au bout d'un moment, il fallait se rendre à l'évidence que c'était pas suffisant. Du coup, j'avais acheté une carte mère
celle-ci, qui est une P35 DS3R, si je me souviens bien, par cœur, c'est génial. Une très très bonne carte mère de chez Gigabyte, et franchement, je peux vous dire, à chaque fois que j'ai acheté du Gigabyte, FSP pour les Alim, c'est vraiment génial. Mais Gigabyte pour les cartes mères ou les cartes graphiques, franchement, j'ai jamais eu d'emmerde. C'est incroyable comme ça m'a jamais posé de problème. Donc par contre il faut faire gaffe avec les flashs de BIOS parce qu'ils ont des versions de cartes mères, c'est-à-dire par exemple vous avez des P35 DS3R version, enfin il y a marqué Rev 1.1, 1.0, 2. Machin, etc. Enfin voilà, et si vous flashez le BIOS de la 1.0 sur la 2. Machin ou ce genre de truc par exemple, vous avez complètement tout briqué, il faut faire très attention à ça, mais en dehors de ce truc là, franchement mais c'est génial. J'ai franchement jamais eu de problème avec cette marque. Donc Inventirad Zalman, une autre marque avec Noctua avec qui j'ai jamais eu de problème quand il s'agissait de mettre de la ventilation sur mon processeur. Franchement, Noctua c'est vraiment le top. Zalman c'est pas mal pour le prix. Cooler Master ça dépend des modèles, mais la plupart sont vraiment pas mauvais. Mais par contre tout ce qui est water cooling et tout ce qui est je sais pas, des marques un peu bizarres de Ventirad et tout ça, franchement c'est au petit bonheur la chance, hein. Il y en a des bons, il y en a des horriblement nuls, donc enfin voilà. Donc le Zalman ici, bon c'est un Zalman tout bête, un peu trop bruyant, c'est pour ça que je l'utilise pas, enfin c'est dans un NAS. Donc vous allez me dire, ça serait bien pourtant d'avoir du silence et tout. Ouais, sauf que le truc, c'est que le processeur en dessous chauffe tellement peu, ce truc-là est intégralement en cuivre, et en plus de ça, dans un NAS, c'est quasiment toujours en idle si vous vous en servez comme vrai NAS, c'est-à-dire si celui-là, si franchement il m'emmerde, il fait trop de bruit et qu'il sert de vrai NAS et pas juste de NAS de backup, j'enlèverai la prise du ventilateur, et puis je suis sûr que ça chauffera même pas assez pour qu'il n'y ait aucune protection, pour baisser la fréquence ou ce genre de truc pour cause enfin voilà, de surchauffe, truc de ce genre. Donc vous voyez une carte graphique complètement pour le symbole ici, là en dessous de ce tas de fils. Alors vous voyez que là là j'ai vraiment pas fait d'effort de cable management. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. C'est impossible. Regardez, ils ont foutu les prises de ces racks là, ces trucs, hein. Ils les ont pas mis derrière, ils les ont mis devant, donc forcément ça fait des tas de fils qui passent devant, c'est obligé. À moins d'avoir un boîtier super large, bah là à l'occurrence ça pourrait éventuellement ne pas être trop sale, mais là vu que c'est un boîtier assez tassé, c'est impossible. C'est complètement impossible de faire ça sans que ça soit moche comme pas possible. Puis c'est pareil, pour les câbles Serialata, ils sont pas sur le côté, ils sont pas en haut, ils sont pas derrière, ils sont ici, sur le côté, là, à côté du ventilateur, enfin c'est d'un pénible à câbler ce truc sans que ça enfin voilà, et là franchement je vous dis c'était pire avant, je l'ai mieux fait. Alors un truc aussi qui est complètement honteux, c'est que cette alimentation elle a un certain nombre de câbles, et ben il y en a zéro, enfin si, il y en a un, il y a le câble pour lecteur de disquette, il y a que le câble pour lecteur de disquette qui n'est pas utilisé, c'est fou. Toutes les autres prises sont utilisées, de tous les autres câbles. J'ai même été obligé de bidouiller moi-même vous voyez, c'est pour ça qu'on voit les gaines thermorétractables ici. J'ai pris ici un truc qui se branche sur un Molex pour faire 2 SATA. Parce que c'est impossible autrement. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir mettre tout ça en place. C'est fou. Franchement, voilà, donc il y a peut-être moyen de faire légèrement plus propre que de bidouiller ça, mais j'avais rien sous la main. Donc voilà, pour information, c'est pas juste machin, hein, c'est soudé, puis avec le câble thermo par-dessus, c'est tout à fait correct. Et ce machin a l'air d'avoir des câbles assez fins, mais ils sont en vrai cuivre. Donc c'est correct. De l'autre côté, je sais plus en quoi c'est fait, mais ils ont l'air d'avoir un diamètre un peu plus gros. Mais bon, voilà, du coup, c'est un diamètre assez fin, vous voyez, comme ici, là. Si c'est en vrai cuivre, franchement, il y a besoin de beaucoup moins de diamètre de câble pour obtenir la même chose. Donc vous avez une prise Molex ici qui est utilisée pour un petit SSD qui est en parallèle à ça. Là, l'idée vient de Bricolo à 2 balles, hein, pour information. Tous ces racks en façade, c'est Bricolo à 2 balles qui les a montés. Le boîtier, c'est lui qui l'a choisi. Il a trouvé un boîtier assez rigolo où on peut enlever tous les racks de disques durs et tout ça interne pour mettre que des B525 en façade.
pas mal comme trouvaille, je savais pas qu'on pouvait trouver des boîtiers comme ça. Du coup, ça fait un boîtier vraiment spécifique, très très NAS, quoi, en fait, dans l'âme, quoi. C'est vraiment génial sur ce point-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il m'avait foutu une carte mère à peu près similaire à celle-là, c'est-à-dire une carte mère, mais une plus récente, pas les P35, celle en X quelque chose, c'est-à-dire celle qui supporte les barrettes de RAM de 2 gigaoctets. Non, même de 4 gigaoctets. Celle-là supporte maximum 1, sauf qu'elle supporte aussi 2, mais uniquement s'ils sont dans une densité d'un tel type, mais pas d'un autre. Enfin bref, en gros, ça rend le fait de trouver des barrettes de RAM 2 gigaoctets qui fonctionnent avec cette carte mère extrêmement pénible, alors qu'avec l'autre, il n'y a aucun problème. C'est trouver des 4 gigaoctets qui fonctionneront qui va être pénible, par contre, avec l'autre. Mais Enfin voilà, et c'est une carte mère qui aurait pu être en DDR3, parce que c'est des chipsets Intel qui supportent la DDR3, sauf qu'en l'occurrence, là, ils ont câblé en DDR2. Pas sur celui-là, hein, sur l'autre que Bricola de Balle avait mis. Du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était bête de laisser ça dans cette carte mère, de laisser cette carte mère dans cet ordinateur. Je me suis dit, oh, dans un NAS, c'est quand même bête de foutre un bon, quoi, mais vraiment une bonne carte mère avec un bon chipset et tout ça. Je me suis dit non, je vais utiliser mon ancienne, elle marche encore très bien. Voilà, et remplacer le Core 2 Quad Q6600 par un Xeon machin chouette qui a été modifié pour fonctionner dans les sockets 775 au lieu de 771, vous savez, avec des espèces de petits autocollants et en bousillant 2 petits ergots qui est à l'intérieur du socket. Voilà, donc bref, voilà, je me suis amusé à faire cette bidouille là, comme ça consomme moins, parce que le Core 2 Quad Q6600 c'est quand même c'est un veau, quoi, le truc, hein. Il consomme, mais il consomme, quoi. Alors que là, c'est rien, quoi. C'est un 45 nanomètres au lieu de 65 nanomètres, et en plus de ça, c'est une fréquence plus basse. Enfin, officiellement, c'est une fréquence plus basse, parce que c'est un Xeon basse conso, quoi. C'est un quad-core, mais avec une fréquence assez basse. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc il y a les 8 disques durs de relier, il n'y a rien du tout pour relier ensuite les baies qui sont vides. J'ai dispatché d'une telle manière qu'il y ait toujours 2 prix, un espace, un prix, etc., pour qu'il y ait toujours de l'espace entre les disques durs pour qu'ils ne soient pas trop tassés les uns sur les autres. Bon, c'est pas GG non plus, hein, ce que j'ai fait. Hein. Enfin, on peut tout tasser, c'est pas trop un problème non plus, hein, surtout sur un truc qui est jamais allumé en permanence, comme ce truc qui est fait pour les sauvegardes. Donc vous pouvez les mettre les 4 dessus, c'est conçu pour, hein, y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais ce que j'ai voulu faire, c'est que vu que je les utilise pas tous, voilà, je les répartis, quoi. Et du coup, ça a été casse-pied pour trouver à quel endroit je mets les câbles Serialata pour correspondre à chaque truc. C'est assez facile en fait, mais bon, si on n'a pas assez de lumière et qu'on regarde pas trop bien ce qu'on fait, on peut faire le con et se demander pourquoi il y a un disque dur qui marche pas. Enfin bref, je blague avec ça, mais bon voilà. Et donc, ce qui me suffira de faire, c'est d'enlever une vis ici, là, j'ai déjà le cache qui manque, je sais plus où je les ai mis, mais ça je m'en fous. Mettre un truc en PCI Express, sûrement sur le PCI Express d'ailleurs de la carte graphique, parce que c'est souvent des trucs PCI Express 4X avec 4 slots, enfin 4 prises Serialata, où je peux acheter éventuellement 2 ports Serialata et mettre ça sur 2 PCI Express 1X. Je crois que ça reviendra à peu près au même en termes de performance, même si celui-là en PCI Express 4X sera quand même largement mieux, parce qu'on aura la bande passance complète de chaque truc, mais étant donné que c'est limité par la carte réseau, bon, c'est pas trop grave. Enfin bref, voilà, et cette carte graphique sert juste pour avoir un écran pour paramétrer ce truc et l'utiliser, parce que si on s'en sert vraiment comme NAS, on peut enlever complètement la carte graphique. Ce que je peux aussi faire, c'est découper le petit détrompeur qu'il y a au bout d'un PCI Express 1X et mettre la carte graphique sur le PCI Express 1X, comme ça gâche pas le PCI Express entier là de carte graphique, pour pouvoir mettre des trucs un peu plus bourrin, quoi, qu'une simple carte graphique, quoi, qui ne sert à rien en l'occurrence dans un PC de ce genre. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait. Il y a 4 gigaoctets de RAM là-dedans, ce qui est un overkill complet pour un NAS. Mais bon, je me suis dit, je vais mettre les barrettes de RAM là-dedans, au moins je sais qu'elles sont compatibles avec cette carte mère, elles étaient déjà dessus, je vais les laisser, comme ça au moins je les perdrai pas.
Voilà ce que je me suis dit. Vu que c'est un truc qui n'est pas du tout optimisé pour une bonne consommation électrique, contrairement à mon autre NAS, ni pour le silence, contrairement à l'autre NAS, eh bien, je m'en fous complètement du silence ou de ce genre de truc. C'est juste un PC qui sera allumé une fois de temps en temps, il fait sa sauvegarde, puis ensuite, je l'éteins, et il reste éteint comme ça, et à chaque fois que je l'allumerai, il fera la sauvegarde automatiquement de ce qu'il y a dans l'autre NAS. Donc je l'allumerai quand je voudrais, quand j'aurai fait une grosse modification ou des trucs comme ça, bah ça fera une nouvelle sauvegarde. Enfin voilà, donc l'alimentation c'est une Be Quiet, j'ai mis ça parce que j'avais acheté ça pour l'autre NAS, et j'en avais une deuxième que quelqu'un m'a donnée, peut-être bricolo à 2 balles aussi d'ailleurs. Et j'ai mis ça parce que je sais que c'est une alimentation qui est bien pour la basse consommation, justement. Du coup, si un jour j'ai envie de modifier ça pour que ce soit bien en basse consommation, franchement, il y aura du boulot. Hein. Il faudra sûrement que je prenne une carte mère de Core i3, je sais pas quoi, assez récent, basse conso ou des trucs comme ça. Et puis que je mette des ventilateurs un peu plus silencieux. Enfin voilà, parce que bon... mais bon, voilà, au moins j'avais ça qui traînait, je me suis dit je vais mettre ça parce que c'est un bloc d'alimentation qui n'a pas de prise dédiée pour les cartes graphiques. Vous savez, il n'a pas le port qui s'ajoute sur la carte graphique elle-même pour l'alimenter. Du coup, ça me sert uniquement pour des petits PC. Donc pour un NAS, c'est parfait. Je préfère garder celle avec les ports les ports PCI Express, carte graphique, machin, pour de bons projets, quoi, disons. Donc, des projets qui consomment un peu plus ou qui ont besoin d'une carte graphique, quoi. Donc, voilà, je sais pas si j'ai autre chose à dire là-dessus. Non, je pense que c'est tout. Les 8 ports Serial ATA, là-dedans, il y a 6 qui appartiennent au chipset, oui, au Northbridge de cette carte mère, et 2 autres qui appartiennent un composant dédié qui fait aussi le parallèle ATA et sûrement un external Serial ATA de l'autre côté, c'est-à-dire une prise Serial ATA externe, hein, pour ceux qui connaissent pas, ça existait à une époque. C'était le seul moyen d'avoir un bon débit sur un disque dur externe avant que l'USB 3 existe, donc c'était utile quand même. Et donc voilà, donc il y a ce composant-là qui gère les 2 autres disques durs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a 8, parce que généralement sur ces cartes mères là il y en a normalement que 6, mais à cette époque là ça se faisait beaucoup qu'il y en ait 8, parce que il y en avait beaucoup qui utilisaient encore des lecteurs CD en IDE ou des trucs comme ça, ou des vieux disques durs en IDE, en plus des trucs en Serial ATA. Du coup les constructeurs de cartes mères ils rajoutaient généralement un composant juste pour l'IDE en fait. Mais comme il y avait d'autres ports Serial ATA et tout ça qui étaient gérés par ce composant, bah autant les câbler et aller jusqu'au bout et mettre 8 ports Serial ATA. Bah c'est ce qu'ils ont fait sur cette carte mère, il y a beaucoup de cartes mères comme ça. Les dernières cartes mères à avoir encore l'IDE parallèle ATA directement sur la carte mère comme ça, généralement ils viennent avec des ports Serial ATA supplémentaires. D'ailleurs il y a certaines cartes mères, c'est très drôle, qui viennent aussi avec 2 ports Ethernet et pas un seul. Cette carte mère, ça de bien, c'est que c'est une carte mère assez ancienne, mais parce que c'est même pas les X quelque chose, c'est les P35 et ce genre de trucs. Et du coup, l'Ethernet, Gigabit Ethernet, n'était pas forcément sur toutes les cartes mères à cette époque-là. Et ben, elle l'a. Mais un truc qui est drôle, c'est qu'à partir des X quelque chose ou des trucs comme ça, mais surtout des N-Force trucs bidules, c'est-à-dire les trucs avec chipset Nvidia sur la carte mère, ce truc qui n'existe plus, hein, ça existait énormément à une époque, et ben ces trucs-là avec chipset Nvidia sur la carte mère, généralement, l'Ethernet Nvidia était buggé pour certains jeux en ligne, ça foutait une merde pas possible, ça mettait du lag, ça faisait que le ping arrêtait pas de changer de latence, c'était horrible. Du coup, il y avait 2 ports Gigabit Ethernet, celui de Nvidia et un deuxième de Realtek généralement, ajouté en plus, donc il y avait 2 Gigabit Ethernet dessus. C'est des cartes mères qui sont pas mal pour faire des NAS justement, surtout si vous voulez faire des NAS qui... Bon, alors là, il faut que le réseau soit tout adapté, qui savent tirer parti des 2 Gigabit Ethernet en même temps pour faire en gros des débits de environ 240 mégaoctets à l'autre bout sur vos ordinateurs, où vos ordinateurs aussi auraient 2 cartes Gigabit Ethernet. Bon, c'est facile d'acheter une carte Gigabit Ethernet en PCI Express et puis de l'ajouter, hein, bien entendu, ça coûte en plus rien du tout. Donc vous pouvez trouver ça sur eBay, généralement avec des chipsets Realtek ou des trucs de genre.
Ça se met dedans, c'est reconnu directement et vous n'avez plus qu'à brancher un câble dessus. Donc si vous avez une carte mère qui n'a pas le gigabit Ethernet mais qui est largement assez performante pour faire tourner un NAS, genre un Core de Duo, un truc comme ça, eh bien vous pouvez acheter ce genre de carte PCI Express pour rajouter du gigabit Ethernet sans aucun problème. Et si vous n'avez pas assez de ports Serial ATA, c'est pareil. Les cartes machin, ça coûte rien du tout, mais généralement celles que vous trouverez pour pas cher, elles ont que 2 ports Serial ATA dessus. Ce qui est déjà pas mal en fait, hein, franchement. Surtout qu'en plus, si c'est du PCI Express 1X, c'est-à-dire les petits, là, les tout petits, si vous avez plus de 2 ports Serial ATA dessus, vous allez fortement brider votre truc. Vaut mieux en avoir 2 avec 2 ports que une avec 4 ports si c'est en PCI Express 1X, c'est-à-dire les petits. Alors, si vous voulez plus de 2 ports, il faut que ce soit en une grosse, c'est-à-dire du 4X, 8X ou des trucs comme ça. Parce que sinon, voilà, 8, en fait c'est la taille du connecteur. Vous savez, sur les cartes graphiques, vous avez un connecteur très long, et sur les petites extensions en PCI Express, vous avez un connecteur très court. Bah ça c'est ça, très court c'est 1X, très long c'est 16, à mi-chemin c'est 8, puis moyennement long, enfin franchement vous voyez c'est assez court, mais quand même beaucoup moins court que le PCI Express 1X, c'est le 4. Donc en gros vous avez différentes versions du PCI Express pour différents débits. Et comme c'est rare d'avoir des cartes mères grand public qui ont, en tout cas de cette époque-là, parce que maintenant il y a les trucs pour les SLI, etc. Mais c'est rare, par exemple cette carte mère, elle a qu'un seul PCI Express 16X pour la carte graphique, eh bien vous pouvez scier le petit détrompeur, si vous en avez un, si vous avez un PCI Express 1X qui passe à un endroit où vous pouvez mettre une carte graphique et où ça gêne rien du tout, eh bien vous sciez à cet endroit-là pour enlever le détrompeur, et vous pouvez mettre votre carte graphique PCI Express 16X quoi, dans le PCI Express 1X. Il y aura une grande partie du connecteur qui dépassera, mais la plupart des cartes graphiques, surtout les bas de gamme, fonctionnent sans aucun problème de cette manière-là. Ça vous libère le gros port exprès pour ça. Vous pouvez aussi trouver des cartes graphiques en PCI, où vous pouvez tout simplement configurer votre NAS pour pouvoir l'utiliser en SSH, c'est-à-dire sur un autre PC, quoi, sans écran, sans rien du tout. Et une fois qu'il est configuré comme ça, vous mettez votre truc dans le PCI Express, et ensuite vous configurez les ports sans aucune carte graphique dedans après coup, quoi. C'est totalement faisable, hein, franchement, moi c'est... Donc ça vous libère comme ça ce port-là. Donc voilà, bon après les cartes mères qui sont faites pour le SLI, où il y a 2 ports... il y a un port pour la carte graphique, il y en a 2 autres en 8X ou en 4X ou qui sont en dessous, qui font la même taille que ceux pour les cartes graphiques. Bon alors là il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des cartes d'extension dedans. En fait ce n'est pas un port pour les cartes graphiques, hein. C'est un port universel. Contrairement au AGP qu'il y avait autrefois, les ports PCI Express sont universels. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre un truc PCI Express 1X dans un port qui est fait pour une carte graphique, entre guillemets, ça fonctionnera exactement de la même façon. Donc voilà. Bon bah je crois que j'ai plus rien de spécial à dire, c'était la petite parenthèse culture informatique pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine.